Donc aujourd'hui, c'est la leçon 4, mais je commence pour la leçon 3 parce que tous les fois, je prends un petit peu de retard. Donc, mais je ne vais pas courir non plus, donc si on ne finira pas tout le matériel, tant pis. C'est mieux, je pense, de suivre un rythme que tout le monde puisse suivre et tout le monde est confortable avec. Donc, l'autre fois, j'ai parlé de la plomberie de la politique monétaire. Donc, effectivement, comme les banques centrales font la politique monétaire en pratique. Et aujourd'hui, je vais dire quelques mots sur la stratégie de la BCE. Et après, je vais dire aussi quelques mots sur les caractéristiques du système financier en Europe, parce que c'est important pour comprendre les récits de la crise, en fait, l'analyse de la crise, dans laquelle les banques sont vraiment au centre de l'histoire, parce qu'en fait, la BCE a répondu à la crise surtout avec des politiques de liquidité vers les banques. Donc, je commence par la stratégie. Donc, comme on l'avait dit l'autre fois, la stratégie de la BCE, c'est une stratégie, en fait, ça, c'est dans les traités de Maastricht. La BCE, c'est une banque centrale qui a comme objectif la stabilité des prix. Donc, ça, la plupart des banques centrales maintenant dans le monde, en fait, ont une stratégie pareille, donc qui cible la stabilité des prix, donc avec un mandat sur l'inflation. Mais il y a d'autres banques centrales importantes, comme par exemple la Federal Reserve aux États-Unis, qui a un double objectif d'inflation et aussi de chômage. Donc, en fait, l'idée de la plupart des banques centrales qui ont adopté les cibles sur l'inflation, c'est l'idée qu'en fait, si on arrive à maintenir une stabilité des prix, ça, c'est aussi un bénéfice pour la stabilité de l'économie réelle et donc du chômage. Évidemment, ça, c'est controversé. Donc, je pense qu'on pourrait, après la discussion d'aujourd'hui, peut-être revenir sur cette discussion. Et il faut en fait regarder un peu l'histoire de ces 20 ans de l'euro pour voir si il faut revenir au traité ou c'est en fait cette idée de la stabilité des prix au centre de la stratégie est une stratégie convenable. Donc, évidemment, cibler l'inflation, ça ne veut pas dire cibler l'inflation tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les trimestres. C'est un objectif de medium term. Donc, c'est quelque chose qu'il faut penser à moyen dans les 2 ans. Donc, il y a un horizon de 2 ans. C'est un objectif, donc, en moyenne, sur une période moyenne de quelques années. On cible l'inflation et l'objectif, c'est de maintenir l'inflation à un taux de 2% ou jusqu'en dessous du 2%. Donc, ça ne veut pas dire que dans les courtes périodes, donc chaque jour, la BCE ne regarde pas les informations sur la situation de l'économie réelle et cherche aussi de stabiliser à court terme aussi ce qu'on appelle les output gaps, que c'est en fait la différence entre les taux de croissance du PIB et la tendance moyenne de la croissance du PIB. Donc, je vais regarder un peu tout ça. Aussi, la stratégie de la BCE, donc les cibles et la stabilité des prix, mais en fait, on appelle cette stratégie la stratégie des 2 piliers. Pourquoi 2 piliers? Parce que c'est une stratégie qui attribue un rôle très important aux agrégats monétaires. Donc, en fait, la BCE regarde les conditions de l'économie réelle pour avoir une idée de l'output gap et donc de la pression sur l'inflation, mais regarde aussi les informations sur les agrégats monétaires que j'ai définis l'autre fois, donc M3, M2, tout ça, on a parlé de ça la semaine dernière, pour faire une analyse en fait, des pressions sur l'inflation à long terme. Donc, en fait, l'idée, on regarde les slacks dans l'économie, donc les chômages, beaucoup d'autres données, pour avoir une idée des pressions inflationnistes
à court terme, mais on regarde la monnaie pour avoir une idée des pressions inflationnistes à plus long terme. Ça, je vais vous clarifier maintenant cette idée. Donc, d'abord, la définition de stabilité des prix, c'est une définition quantitative sur la stabilisation des prix, comme j'avais déjà discuté l'autre fois. Donc, l'inflation ne doit pas être supérieure à 2% à moyen terme, elle doit être en fait en dessous, et ça, c'est pas bien spécifié, c'est pas spécifié précisément, mais en fait, l'idée, c'est 1,8, 1,7, quelque chose comme ça, dans les moyens termes. En fait, quand on regarde les données sur le HICP Index, que c'est l'index de Harmonized Inflation Price Consumption Index, OK? Donc, c'est un index de l'inflation à la consommation. Et si on regarde la moyenne depuis le début de l'histoire de la monnaie unique, en fait, l'inflation en moyenne a été 1,86, donc jusque dans les cibles de la BCE. Donc, c'est une définition quantitative. Pourquoi avoir une définition quantitative et précise? Parce que, on pense, et ça, c'est une idée qui est une idée généralisée dans les grandes banques centrales du monde, qu'avec une idée précise, ça, c'est un ancrage des attentes des opérateurs de marché. Donc, si on s'élie à un objectif, si on est jugé par le Parlement européen par rapport à cet objectif, les marchés vont s'attendre que cet objectif va être maintenu. Donc, c'est une façon d'ancrer les attentes du marché, et ça, c'est très important parce que les attentes du marché ont en effet elles-mêmes sous l'inflation réalisée. Aussi, un objectif quantitatif, c'est un critère sur lequel la BCE peut être jugée. En fait, on a parlé beaucoup du fait que la BCE est une institution indépendante, mais c'est le président de la BCE va régulièrement au Parlement européen pour décrire et expliquer ce qu'il fait, et le Parlement européen fait un rapport sur les politiques de la BCE. Et donc, c'est une façon de contrôler, de la partie de la politique, donc de nos démocraties, de contrôler l'action d'une institution qui est très indépendante et est guidée par des civil servants qui ne sont pas élus. Donc, il y a un contrôle démocratique sur cela. Et si le mandat est simple et quantifiable, évidemment, c'est plus facile de juger l'institution. Ça, c'est le principe de l'inflation targeting, que c'est en fait un principe qui est suivi par la Banque d'Angleterre, par beaucoup de banques centrales dans l'Europe du Nord et aussi beaucoup de banques centrales des pays en voie de développement. Donc, maintenant, je ne vais pas trop parler de ça parce qu'évidemment, on ne peut pas toucher tout dans ces cours, mais je dois quand même donner quelques éléments pour comprendre après qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise. Et étant donné que la fois dernière, on a parlé du fait que la Banque centrale fait la politique monétaire à travers l'outil du taux d'intérêt, donc en fait l'instrument de la politique monétaire. Donc les cibles est l'inflation, mais l'instrument est les taux d'intérêt à court terme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la discussion de l'autre semaine dans laquelle on a parlé du marché monétaire et de l'intérêt, des taux d'intérêt cible de la Banque centrale. Donc aujourd'hui, je voudrais expliquer quelle est la relation en fait, et pourquoi la Banque centrale conduit la politique monétaire à travers les taux d'intérêt, si dans sa stratégie, en fait, met beaucoup d'attention sur les agrégats monétaires, dans cette idée de deux piliers dans lesquels il y a la monnaie au centre de l'analyse pour comprendre les pressions de long terme sur l'inflation. Donc ça, c'est la première question à laquelle je vais essayer de répondre. La deuxième question,
Voilà, quel est l'argumentaire, pourquoi une stratégie à deux piliers avec la monnaie au centre, si en fait on conduit la politique monétaire à travers les taux d'intérêt. Alors, l'idée du taux d'intérêt, donc je vais, si vous me permettez, je vais passer je vais passer 10-15 minutes avec un petit peu de théorie monétaire, mais très en vitesse. En fait, cette idée du taux d'intérêt, de la centralité du taux d'intérêt, vient de Wicksell, qui était un économiste qui écrivait dans les années 30. Et Wicksell, en fait, a introduit les concepts d'un taux d'intérêt d'équilibre. Qu'est-ce que c'est un taux d'intérêt d'équilibre? C'est un taux d'intérêt qui équilibre l'offre d'épargne et la demande de capital. Ce taux correspond au rendement du capital nouvellement créé et donc est déterminé du côté réel de l'économie. Donc, pour définir ce taux d'intérêt qui est donc à l'équilibre de la demande et de l'offre de capital, on n'a pas besoin d'introduire la monnaie ou les systèmes financiers. En fait, on parle des demandes de capital pour un investissement physique, donc acheter des machines, acheter un immeuble. Donc, on part du côté réel de l'économie. Cependant, il existe un autre taux d'intérêt qui est déterminé du côté monétaire, et c'est l'intérêt sur les prêts bancaires. Donc, l'arbitrage implique que l'investissement réel et monétaire doit avoir les mêmes rendements. Et en fait, on va voir que cette condition d'arbitrage est satisfaite quand l'inflation est égale à 0. Okay? Et donc, pour arriver à cela, permettez-moi de vous donner, enfin, j'ai appelé ça un peu de maths, mais en fait, ce n'est pas des maths, c'est des définitions. Donc, qu'est-ce que c'est un rendement réel et qu'est-ce que c'est un rendement monétaire? Un rendement réel, on peut le définir comme ça. Pensez, on investit 1 euro aujourd'hui, mais 1 euro, donc la valeur d'un euro, la valeur réelle d'un euro, ça dépend du niveau de prix. Donc, la valeur réelle, un investissement réel d'un euro, c'est en fait 1 divisé par le niveau de prix qu'on appelle P. Et donc, on investit ces montants aujourd'hui, et demain, on va obtenir quelque chose. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 1 place les taux d'intérêt sur cet euro qu'on a investi, divisé par les niveaux de prix de demain. Parce que donc, on a attendu en période. Donc, les taux réels, c'est simplement les rendements demain divisé par les prix d'aujourd'hui. Ça, c'est la définition d'un taux d'intérêt réel. Un rendement nominal monétaire, c'est simplement le petit i. C'est de l'intérêt qu'on reçoit de la banque. Et donc, on peut l'écrire, ça, c'est simplement une identité. 1 plus i divisé par 1 moins 1. Ça, c'est une identité. Donc, si on substitue maintenant l'expression par i dans l'expression de r, là, on a cette expression, donc 1 plus r, que c'est le rendement réel, est égal à cette expression ici, où les πy, je les définis comme les taux d'inflation. Donc, ça, c'est les taux d'inflation. Ça, c'est le changement de prix d'une période à l'autre. Donc, ça, c'est simplement une définition. Donc, si je vais maintenant définir l'équation de Fisher, donc, on a l'expression pour R. Maintenant, si on doit décider si investir dans l'économie réelle ou investir ou mettre de l'argent dans une banque, il faut considérer donc les taux réels par rapport au taux monétaire. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas
exactement ce qui va se passer dans la période suivante. Donc, ex ante, donc les moments dans lesquels on prend cette décision, on appelle ça ex ante, on n'a pas toutes les informations, mais on aura un taux réel attente. Donc, les petits « là, indiquent une expectation, non? Attente. Donc, si les attentes sont parfaites, et donc les taux réalisés petit r est égal au taux attente, donc l'expression que j'ai dans l'autre slide, 1 plus R, c'est aussi égal à 1 plus R attente. Aussi, ça, c'était l'expression de l'autre slide. Simplement, j'ai substitué les pi grecs par les pi grecs attente. Ça, c'est l'inflation qu'on s'attend pour les périodes successives. Donc, on a cette expression ici. Donc, on a donc cette expression ici, je l'ai réécrite ici. Et ça, c'est une expression très importante parce qu'elle nous donne une relation entre les taux réels, donc les rendements dans un investissement en économie réelle, les taux nominaux, c'est les taux qu'on obtient dans un investissement monétaire, si on met de l'argent dans la banque, et l'inflation attente. Donc, si on fait on linéarise cette expression, on arrive et on simplifie, on peut dire que l'inflation attente égale au taux approximativement égal au taux nominal moins les taux réels. Ou si vous voulez, les taux réels égale au taux nominal moins l'espérance latente d'inflation. Donc ça s'appelle l'équation de Fisher. Et donc c'est simplement une définition assez intuitive. En fait, il dit le taux nominal égale au taux réel place l'inflation attendue. Si l'inflation si les attentes sont parfaites, donc si on a une connaissance parfaite de l'économie, donc on peut dire que le taux nominal égale au taux réel plus l'inflation. Alors pourquoi cette définition? Parce que ça nous permet maintenant de parler de ces conditions d'arbitrage qu'était la définition de Wicksell et nous donne une justification en fait, de la stratégie du Depelier. Donc la condition d'arbitrage est une condition qui égalise les taux d'intérêt réels et les taux d'intérêt nominal. Donc un investissement dans l'économie réelle doit être le même qu'un investissement mettre de l'argent dans une banque, donc monétaire. Et bon, s'il y a une différence, il y aura un ajustement des quantités jusqu'à cette égalité est satisfaite. Okay? Ça, c'est une condition d'équilibre. Donc, la condition d'arbitrage, c'est I égale à R. Donc, si la définition de Fisher, c'est là, le taux d'inflation attente égale à I moins R. Mais si les attentes sont parfaites, donc si l'inflation attente est égale à l'inflation réalisée, donc on peut dire que la condition d'arbitrage implique une inflation égale à 0. Donc ça dérive c'est une conséquence de cette petite équation que j'écris ici, ce qui signifie que l'inflation, c'est l'inflation qui s'ajuste pour faire correspondre les taux réels naturels et les taux nominaux. Donc, si la Banque centrale peut maintenir les taux nominaux au taux réel, au taux naturel, l'inflation sera nulle. Donc, dans une économie très simple, dans laquelle tout s'ajuste immédiatement, dans laquelle les gens ont une parfaite connaissance de l'économie, donc les attentes sont les mêmes choses que les réalisations, et si la Banque centrale fait un bon travail, et donc arrive à cibler les taux monétaires qu'il peut contrôler, comme on a vu l'autre fois, en fait, en gros, il peut contrôler. Donc, et s'il y a une idée de quel est ce taux d'intérêt réel qui égalise les taux d'épargne et la demande de capital dans l'économie, donc l'inflation sera nulle. Et en fait, donc, une politique qui utilise les taux d'intérêt
c'est une politique qui utilise le taux d'intérêt et contrôle l'écart entre le taux d'intérêt nominal et le taux d'intérêt réel. C'est une politique qui arrive, dans conditions parfaites, à contrôler l'inflation. Mais alors, quel est le rôle de la monnaie dans tout ça? On verra que donc, dans les longs termes, il y a un rôle aussi pour la monnaie. OK, mais avant, je vais vous montrer un graphique qui n'est pas tellement visible, mais j'espère que vous arrivez à voir. En fait, ici, on a pendant plusieurs pays, 1970-2006, il y a la ligne bleue, c'est l'inflation. La ligne verte, c'est les real rates, donc c'est les petites R, exactement calculées comme I plus les taux d'inflation. Comme vous voyez, dans cette période, donc dans les années 90 et plus tard, il y a une correspondance très étroite entre le vert et le bleu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Étant donné que la différence entre les deux, c'est quoi? C'est l'inflation. Donc ça veut dire que pendant cette période, l'inflation était très stable. Donc ça veut dire que la Banque centrale a réussi à maintenir un écart stable entre les I et les R. Cependant, pendant les années 70 et 80, ce n'était pas le cas. Et vous voyez qu'en fait, l'inflation est beaucoup plus élevée que les real rates. Donc, dans l'économie réelle, ici, il nous dit qu'en fait, les taux nominaux devaient être très proches au vert. Par contre, les banques centrales n'arrivaient pas à contrôler l'inflation, et donc, il y avait un grand écart. Dans tous les pays, à part un pays. Quel est le pays? L'Allemagne, voilà. Donc, ce graphique correspond un peu à l'histoire de Maastricht et aux problèmes que de l'Allemagne et les autres pays. En fait, l'Allemagne était, dans l'Union monétaire, le seul pays dans lequel la Banque centrale avait une politique très ciblée à l'inflation et qui donc maintenait cet écart entre le taux réel et le taux nominal, même dans les années 90. Dans les années 70, dans lesquelles il y a eu des chocs du prix du pétrole, etc., donc dans des conditions pas favorables. Voilà, je reviendrai sur cette graphique. Mais donc, OK, ça c'est la théorie. En pratique, évidemment, l'économie ne s'ajuste pas immédiatement, les attentes ne sont pas parfaites. En fait, en pratique, ce qui se passe surtout, c'est qu'il y a beaucoup on appelle ça en économie des frictions ou dans l'économie réelle et financière. Dans l'économie réelle, ça veut dire que les prix ne s'ajustent pas immédiatement. En fait, il faut du temps pour les entrepreneurs pour changer leurs prix, et donc parce qu'il y a beaucoup de considérations, même en optimisant pour maintenir les clients. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles en fait, il y a des rigidités dans les marchés. Les salaires ne s'ajustent pas immédiatement parce qu'il y a des contrats qui sont des contrats sur plusieurs années, etc. Il y a beaucoup de recherches en économie qui documentent donc, ces frictions dans les marchés du travail et dans les marchés des biens aussi, qui documentent en fait ces sluggish adjustments. Donc, en pratique, ce que fait la Banque centrale, donc, ils suivent une règle. La plupart des banques centrales, ils suivent une règle qui s'appelle la règle de Taylor. Et dans ça, le Taylor, pourquoi Taylor? Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle John Taylor, qui est un professeur de Stanford, qui a beaucoup étudié les problèmes, et a pas seulement démontré empiriquement que beaucoup de banques centrales autour du monde effectivement suivent ces règles, que je vais définir dans un moment,
mais aussi que dans certaines conditions, suivre ces règles est optimal. Okay? On ne va pas parler de la modélisation ici, mais donc il y a une littérature économique qui justifie cette règle de Taylor. Qu'est-ce que c'est cette règle? Ces règles, en fait, c'est une règle dans laquelle donc la Banque centrale donc, il détermine les petits i avec toutes les choses qu'on a vues l'autre semaine, okay, avec des opérations de marché, des repos, etc. Il a un taux d'intérêt cible, okay, j'appelle ça normal, c'est où il voudrait l'économie, que ce soit l'économie, et ajuste dans les courts termes, ajuste les taux d'intérêt par rapport aux chocs qu'il reçoit, donc identifie dans l'économie. Quels sont ces chocs? Donc, ce sont des chocs sur l'inflation. Donc, si l'inflation est plus élevée que l'inflation étoile, que ça veut dire l'inflation cible, dans le cas de la BCE, ce n'est pas 0, mais c'est 1,8 ou 2%, alors ajuste les taux d'intérêt en correspondant à cette gap d'inflation. Et ajuste aussi les taux d'intérêt par rapport à ce qu'on appelle l'output gap, donc la différence entre les PNB aujourd'hui et la tendance, donc la tendance du PNB, et le PNB potentiel. Donc, dans les longs termes, l'économie croît au potentiel, mais évidemment, à chaque moment, aussi parce qu'il y a les cycles économiques, donc il y a des déviations temporaires par rapport au potentiel. Et donc, dans les courts termes, la Banque centrale, même la BCE, qui cible les taux d'inflation dans les moyens termes, dans les courts termes, il fait une analyse de l'output gap pour maintenir, pour chercher de stabiliser les fluctuations dans l'économie. Donc, le principe de Taylor, c'est de dire que ces coefficients par rapport à l'inflation doivent être majeurs de 1. Pourquoi ça? Mais ça, en fait, on revient maintenant avec celle. Parce que si l'inflation augmente plus que donc, les cibles d'inflation, évidemment, les taux nominal, donc si alpha est majeur de 1, okay, ça veut dire que la Banque centrale réagira à une augmentation du gap de l'inflation au plus que l'augmentation de l'inflation. Vous êtes d'accord? Donc, dans ce cas, si les taux nominaux réagissent plus que l'augmentation de gap d'inflation, ça veut dire que les taux réels augmentent plus que les taux nominaux. Et c'est seulement quand les taux d'intérêt réels augmentent plus que les taux nominaux qu'on a vraiment une politique restrictive. Et en fait, si on revient ici, en fait, les principes de Taylor n'étaient pas respectés dans ces parties ici dans les années 70, mais étaient respectés ici. En fait, parce que quand l'inflation augmente, ici, évidemment, alpha n'était pas majeur de 1, mais était inférieur à 1. Donc, avec le choc de l'inflation, dans le cas des chocs de pétrole dans les années 70, la Banque centrale elle a réagi moins qu'il fallait pour contrôler l'inflation. Donc, ça veut dire que dans cette équation d'ajustement, alpha n'était pas majeur de 1, mais c'était inférieur à 1. En fait, si on estime ça sur cette période, on va voir, en fait, on va identifier un alpha inférieur de 1. Donc, ça, c'est le principe de Taylor. Et la règle... Donc maintenant, on peut estimer cette équation de Taylor dans l'histoire de la BCE, donc à partir de 1999. Ici, on l'estime en différence
Et ça, en fait, pourquoi? Parce que dans la BC, et ça c'est un bon principe, la règle en différence est une règle un peu plus robuste que la règle à niveau, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans l'estimation de l'output gap. Et il y a moins d'incertitudes quand on l'estime en différence, mais effectivement, c'est la même règle que je vais vous montrer, mais en différence. Et en différence, en fait, la règle estimée est celle-ci. Donc, les bandes que vous voyez, donc ça c'est les taux d'intérêt, le bleu, et les bandes, en fait, c'est les taux d'intérêt qu'il aurait fallu avoir si on respectait cette règle. Et vous voyez qu'il y a une correspondance, mais pas parfaite. La zone ombrée est la prévision lorsque l'objectif de l'inflation, donc pi grec étoilé, est de 1,5 et 2%. C'est pour ça que c'est une bande. Donc, j'ai considéré 2 points. Et donc, vous voyez qu'en fait, en gros, la règle de Taylor était respectée par la BCE, mais pas tellement dans la dernière période, que donc c'est la période de la crise. Donc, on va retourner sur ce point pour voir en fait qu'étaient les problèmes et la difficulté de suivre la règle historique dans ces périodes de grande dysfonctionnalité des marchés financiers. Donc, en revenant à la stratégie maintenant, quel est l'argumentaire derrière les piliers monétaires? Donc, si on a tout redéfini en termes de taux d'intérêt. En fait, l'argument du pilier monétaire, c'est vraiment un argument sur les longs termes. Donc, dans les courts termes, la Banque centrale fait une analyse de l'output gap et de l'inflation gap pour déterminer les taux d'intérêt qu'il faut pour maintenir l'inflation stable. Mais dans les longs termes, en fait, la monnaie, c'est aussi important. En fait, dans les longs termes, les taux d'intérêt réels est déterminé dans les côtés réels de l'économie indépendants de la monnaie. L'inflation égale à l'inflation attente. Donc, dans l'équation de Fisher, les taux, les deltas ici, c'est la différence. Sont en différence des I. Donc, ça, c'est l'équation de Fisher en différence. Donc, quand l'inflation attente est égale à l'inflation, ça c'est égal à ça. Mais si R est déterminé dans l'économie réelle et est plus ou moins stable, donc, en gros, le taux d'intérêt nominal, ça doit être égal au taux d'échange de l'inflation, mais le taux d'échange de l'inflation, dans les longs termes, est égal au taux de croissance de la masse monétaire, de la monnaie. Donc, en fait, une politique qui... donc, le taux d'échange de l'intérêt bancaire non monétaire est équivalent au taux d'échange monétaire. Dans les longs termes, dans une équation sans friction. Donc, ce n'est pas vraiment les piliers monétaires, ce n'est pas quelque chose qui est utile pour la Banque centrale pour faire la politique les jours et jours, la politique monétaire des jours à jour, pour conduire en pratique la politique monétaire, mais c'est une espèce de benchmark pour les longues périodes. Et si donc la masse monétaire, donc le taux de croissance de la monnaie est au-delà d'un certain benchmark, on peut croire que qu'il y a une certaine pression sur les taux d'inflation, et donc ça a une conséquence pour la politique monétaire aujourd'hui. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, cette histoire du pilier monétaire était assez controversée, mais c'est encore quelque chose que la BCE fait, ou en fait, il dit qu'elle fait. C'est pas vraiment cette histoire du pilier monétaire est quelque chose qui est là, que si vous allez dans la page web de la BCE ou de la Banque de France, c'est quelque chose qui est dans la stratégie. Mais en fait, il faut savoir que c'est quelque chose simplement pour le long terme. En pratique, on fait la politique monétaire en fixant les taux d'intérêt, comme on a vu,
Et ça, c'est beaucoup plus facile que contrôler la monnaie. Pourquoi? Parce qu'en fait, la relation entre la monnaie et les prix, la monnaie et les cycles économiques, donc l'économie réelle, est très instable. Et donc, c'est pas, au niveau pratique, contrôler la monnaie, c'est pas du tout facile. En fait, on a parlé du multiplicateur, du fait que le multiplicateur est instable. Je vous ai montré la relation entre les réserves et la monnaie, et donc on a vu que cette relation est assez instable. Mais donc, c'était quand même important, je trouve, de parler de ça, parce que c'est quelque chose qui est dans la stratégie de la BCE, et donc il faut le savoir. Et donc, c'est justifié comme ça. Donc, l'objectif primaire est donc la stabilité des prix. Donc, ça, c'est cette table-là, c'est tous les gouverneurs, donc c'est là où se retrouvent les gouverneurs des banques centrales quand ils prennent leurs décisions. Donc, l'objectif primaire est la stabilité des prix. Comment on arrive à prendre la décision sur quoi faire, et donc à dire les taux d'intérêt directeur doit être 0,5 ou 1,5. Donc, il y a les gens de la banque, et donc moi j'étais à la tête de la recherche il y a 10 ans. Qu'est-ce qu'on faisait, nous? On faisait une analyse économique pour comprendre le niveau de l'output gap. Et donc, ça veut dire beaucoup de modèles, beaucoup d'analyses de données, etc., pour arriver à déterminer l'écart entre les taux de croissance potentiels et les taux de croissance du PIB. L'écart aujourd'hui. Donc, pour ça, il faut faire une analyse de données très approfondie. Mais aussi, il y avait une autre partie de la banque qui faisait l'analyse monétaire pour voir s'il y avait des pressions sur le long terme qui étaient une espèce de cross-checking, enfin ça c'est le mot que la BCE utilise, sur l'analyse économique. Donc c'était une espèce de contre-pied. Donc c'était deux choses. Et voilà, ça c'est, si vous voulez, la rhétorique c'est que de facto, en fait, j'ai fait l'analyse de toute la période jusqu'à la crise. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On utilisait beaucoup. Qu'est-ce qu'on a utilisé le plus? En fait, c'est surtout ça qu'on utilisait. L'analyse monétaire est toujours là. Si vous regardez aussi aujourd'hui, quand on fait donc les rendus compte de la réunion, que vous pouvez lire, il y a toujours des phrases sur l'analyse monétaire, mais en fait, c'est plutôt ça qui suivent. Et quand les deux choses sont en contradiction, c'est ça qui domine. Okay? C'est ça, donc les études ont montré ça très clairement. Donc, cette histoire d'avoir l'analyse économique et l'analyse monétaire peut être considérée comme un mécanisme d'assurance, mais en fait est très controversé parce que ça introduit un élément de manque de transparence, si vous voulez, parce que bon, les données monétaires sont très instables, et donc quand les données monétaires sont en contradiction avec les données qui viennent de l'analyse de l'économie réelle ou des prix directement, ce n'est pas clair exactement comment les gouverneurs font le poids de la situation. Donc il y a un élément de jugement, pas quantitatif, dans la justification en fait, de la prise de décision. Voilà. Donc, en fait, ici, vous pouvez voir, ça, c'est une indication du fait que, donc, ça, c'est en fait, c'est le multiplicateur, c'est la relation entre M3 et la base monétaire. Vous voyez que c'est très instable. Également, la relation entre la masse monétaire et les cycles économiques. Aussi, la relation entre la M3, donc c'est l'agrégat monétaire plus utilisé par la BCE, et les crédits au secteur privé
c'est aussi instable. Donc, il y a évidemment une relation entre M3 et les prêts bancaires, mais ce n'est pas une relation très étroite. Donc, c'est très difficile d'utiliser en pratique M3 comme indicateur du leverage ou de la situation des crédits dans l'économie. OK. Par contre, en fait, mais ça, on y reviendra, vous voyez que même avec ces critiques, la BCE a eu du succès pour maintenir la stabilité des prix. Ça, c'est la HICPX, donc c'est l'index des prix qui était autour du 2%. Les bleus, c'est la HICP, donc c'est avec 100 et avec les secteurs de housing. Mais vous voyez que donc, il y a eu beaucoup de volatilité après la crise. Mais avant la crise, la BCE a eu du succès à maintenir un taux d'inflation plus ou moins stable. Après la crise, la BCE n'a pas eu beaucoup de succès. Et la raison est qu'on est rentré dans une période dans laquelle l'inflation a été en moyenne beaucoup inférieure au cible. Donc, on verra maintenant dans la description de la crise que la raison pour laquelle ça s'est passé, parce qu'en fait, il y a eu une interaction entre l'analyse économique, entre la situation de l'économie réelle et la situation du secteur financier qui a joué, qui a produit cet écart et qui a demandé des actions particulières et d'une politique monétaire très différente de la politique monétaire standard basée sur les taux d'inflation, sur les taux d'intérêt qu'on a décrit l'autre semaine. Voilà. Donc, j'arrive à la leçon 4. Je ne sais pas pourquoi, je pense que parler en français, ça demande beaucoup plus de temps que parler anglais, parce que mon français est tellement horrible. Donc, voilà. Mais ça va, en fait, c'était inutile tout ça ou, hein? C'était utile, OK. Voilà. Voilà, donc, qu'est-ce que... enfin, je commence mon histoire. Donc, je commence mon histoire en 2007. Donc, la crise de liquidité mondiale, pas seulement en Europe. Et donc, je vais avant parler des banques et des liquidités, donc qu'est-ce que c'est la conception de qu'est-ce qu'elle doit. Donc, on a parlé jusqu'à maintenant de la politique monétaire, mais dans des conditions obsessionnelles, dans lesquelles il y a des crises bancaires ou des crises d'État, est-ce que la Banque centrale doit intervenir comme lender of last resort, prêteur de dernier recours. Okay. Voilà, ça c'est très controversé. Donc, quelques indications générales. Voilà, ça c'est une crise bancaire. C'était pas si longtemps que ça. Hein? Donc, OK, donc la crise de 2007 et 2008 était au début une crise bancaire. En fait, ça, c'est passé en Angleterre. C'est ici, vous voyez les gens qui vont pour reprendre leur argent parce qu'ils ont peur d'une de la faillite de la banque. Maintenant, en Europe, on verra que c'était très rare, ces cas de précipitation vers les succursales. La crise de liquidité était surtout une crise dans le marché interbancaire, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, c'est plutôt les banques qui ne prêtaient pas et ne prêtaient pas aux autres banques plutôt que les retail, donc que nous. Parce qu'en fait, maintenant, il y a une assurance sur les dépôts. Donc, et en fait, ça, les gens se sont sentis protégés. Et ça, mais ça, c'était la forme de crise, surtout, bon, il y a un siècle. On a eu plusieurs paniques bancaires avec cette forme.
Donc, quand quelque chose comme ça se passe, soit au niveau interbancaire, soit au niveau du retail, évidemment, il y a un problème de stabilité financière. Donc, une banque peut faire faillite, mais si beaucoup de banques font faillite, ça pose un problème pour tous les systèmes et ça a des énormes conséquences sur l'économie réelle. En fait, c'est pour ça que ça nous concerne. On a vu en 2008 qu'on avait commencé avec une petite récession et la récession est devenue une catastrophe une fois que Lehman Brothers a fait faillite. Parce que ça a enchaîné toute une série de faillites des bancaires qui ont détruit les systèmes financiers. Donc, pour les banques centrales doivent faire la politique monétaire, mais ils ont aussi une obligation de maintenir la stabilité financière. Même que son avis que dans les traités de Maastricht, cet objectif de la stabilité financière n'était pas vraiment un objectif donné à la BCE, c'était plus un objectif qui est resté aux banques centrales nationales. Mais on a vu en fait que l'intervention de la BCE a été déterminante dans ces années-là, dans les années de la crise. Donc les banques jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'économie. Pourquoi ? Elles fournissent des services de paiement, se lancent dans la transformation de la liquidité et de la maturité. Et bon, ils sont très importants pour l'économie réelle. Et donc, les faillites des banques sont très coûteuses, comme je viens de dire. Et donc, c'est pour ça que les banques centrales, un peu partout dans le monde, sont appelées à intervenir pour soutenir le fonctionnement du marché et la stabilité financière. Donc, pendant la crise, les banques centrales l'ont fait. Et l'on fait de différentes façons. La question qu'on va poser, si cette action interfère avec les mandats principaux de stabilité des prix. Donc, étant donné la centralité du cible de stabilité des prix dans notre système, est-ce que cette intervention au niveau de la liquidité a introduit un contraste d'objectifs? Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour une banque centrale intervenir? Donc, qu'est-ce que c'est un prêteur de dernier recours? Donc, la définition qu'on peut trouver même sur Wikipédia, c'est un prêteur de dernier recours est la fourniture discrétionnaire de liquidités à une institution financière ou au marché dans son ensemble par la banque centrale en réaction à un choc défavorable qui entraîne une augmentation anormale de la demande de liquidité qui ne peut être satisfaite par sources alternatives. Donc, la Banque centrale est le prêteur, le fournisseur de liquidité, et seulement s'il n'y a pas d'autres moyens d'augmenter l'offre de liquidité en cas de crise. Cette fonction a été exercée pas seulement dans cette crise récente, mais était exercée plusieurs fois dans les crises financières pendant le XXe siècle. Et l'objectif n'est pas de sauver une banque en particulier, mais d'essayer d'empêcher une crise systémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est éviter une panique bancaire. Et du type ici. Les économistes étudient ces problèmes en parlant de deux équilibres qui s'y manifestent quand il y a un choc de liquidité dans les systèmes. Il y a un mauvais équilibre qui est en fait une panique, c'est ça c'est le mauvais équilibre. Et s'il y a un problème de ce genre-là, ce qui se passe, c'est une prophétie autoréalisatrice dans laquelle, si les individus s'attendent à ce qu'une panique bancaire se produise, il est rationnel pour eux de retirer leurs dépôts tôt, avant les autres, et donc, même s'ils n'en ont pas besoin. Donc, ça, c'est le mauvais équilibre dans lequel, même qui n'a pas besoin de liquidité, il court vers la succursale parce qu'il s'attend que tous les autres le feront, et donc il y aura une crise dans le futur. Donc, la Banque centrale intervient pour éviter les mauvais équilibres et porter le système vers un bon équilibre. Parce que si la Banque centrale
indique qu'il va intervenir comme prêteur de dernier recours, donc il peut empêcher ces mécanismes autoréalisateurs et empêcher la panique bancaire. Et donc, les individus se rassurent, ne craignent plus à ce genre de mécanismes, et donc ils restent à la maison, ne vont pas se précipiter à retirer leur argent. Donc aujourd'hui, les crises bancaires sont surtout sont pas exactement comme ça, parce que les gens sont protégés par des mécanismes d'assurance. Mais en fait, dans la crise interbancaire de 2007-2008, la BCE est intervenue comme prêteur de dernier recours par rapport aux banques. Et plus tard, en 2012, et on arrivera, j'espère, en 2012, parce que je vais tellement lentement, la BCE est intervenue aussi, pas par rapport aux banques, mais par rapport à une crise dans les marchés aux obligations d'État. Donc, par rapport à une crise de liquidité, pas des banques, mais des États. On verra que très souvent, ces crises de liquidité des banques et des États sont très corrélées. Pourquoi? Parce que les banques détiennent des obligations d'État et parce que quand il y a une crise bancaire, les États sont obligés aussi à intervenir et donc ça produit des crises de dette publique aussi. Donc les choses, et je vous donnerai beaucoup de données qui montrent cette corrélation. Donc en fait, il y a une règle, je n'ai pas parlé très vite dans ma leçon inaugurale, qui s'appelle la règle de Bagot. Donc, ce monsieur, c'est un monsieur en anglais qui écrivait au XIXe siècle. Et en fait, est un peu la règle, les pères de l'idée de comment il faut intervenir comme un prêteur de dernier recours. Et il établit 3 principes. Donc, lui, il regardait un système financier très différent du nôtre, et dans lesquels, en plus, les banques centrales étaient des institutions privées, pas publiques à l'époque, dans lesquelles Bagot écrivait. Et il établit 3 principes. Le premier est ne sauver que les institutions solvables et laisser les institutions insolvables faire défaut. Ça, c'est un principe très important, parce que la Banque centrale ne peut pas sauver une institution précise, parce que ça, c'est plutôt l'action de l'État. Autrement, on appelle ça une politique budgétaire fiscale, pas une politique monétaire. Donc, et en plus, et ça, c'est cette relation entre liquidité et solvabilité, que c'est une relation pas très claire, mais bon, conceptuellement, c'est une différence importante. La deuxième règle, c'est si on emprunte aux institutions en crise, il faut charger un taux d'intérêt plus élevé que le taux de marché, donc avoir une pénalité. Donc, il faut une pénalisation. Et le troisième principe, c'est exiger une garantie. Donc, si c'est un prêt, il faut une garantie, qui soit crédible. Bon, ça, c'est des très bons principes, mais en fait, il y a beaucoup de problèmes dans l'application de ces principes en pratique. La première critique de l'intervention de la Banque centrale comme prêteur de dernier recours, c'est surtout, on verra la critique surtout des pays du nord d'Europe contre la BCE quand elle est intervenue de cette façon-ci, c'est les problèmes d'aléa moral. Qu'est-ce que c'est le problème d'aléa moral? Les prêteurs de dernier recours, c'est une forme d'assurance, si vous voulez. Donc, comme tous les mécanismes d'assurance, il y a un problème parce que le fait que les gens sachent qu'il existe un prêteur en dernier ressort signifie qu'ils sont incités à se comporter de manière imprudente, sachant qu'ils seront sauvés si les risques tournent mal. Et ça, c'est le problème que tous les assureurs se posent quand ils formulent un contrat. Et bon, s'il y a des pertes, évidemment, c'est les contribuables qui supportent les pertes. Donc, en fait, il faut intervenir seulement si on pense que les pertes peuvent être plus importantes si on n'agit pas. Donc, il pourrait être qu'ici, les banques centrales n'interviennent pas, il y aura des mécanismes de contagion entre des institutions, même entre des institutions malades et des institutions saines, qui vont procurer des coûts pour l'économie en général.
qui enfin va coûter aux citoyens, aux taxpayers, plus que dans l'autre cas. En fait, on se pose encore aujourd'hui le problème, est-ce qu'il aurait fallu sauver Lehman Brothers? Les coûts de n'avoir pas sauvé Lehman Brothers a été énorme, pas seulement pour les États-Unis, mais pour le reste du monde. Mais évidemment, pour Lehman Brothers, ils avaient fait beaucoup de bêtises. Donc c'était du point de vue de si on a introduit ces notions que n'importe quelle banque peut être sauvée, effectivement, les banques seront induites à faire encore plus de bêtises. Donc, il faut utiliser ces outils de prêteur de dernier ressort avec beaucoup de prudence. Le deuxième problème, c'est en fait la distinction entre liquidité et solvabilité. Est-ce qu'on peut distinguer ex ante si on a un cas de liquidité ou un cas de solvabilité? Et ici, je vous donnerai l'exemple de la crise. Dans la première partie de la crise, c'était clairement un problème de liquidité du système, mais dès que la situation économique est détériorée et beaucoup de choses au niveau des politiques monétaires et budgétaires, etc., n'étant pas faites en Europe, et la crise de liquidité est devenue la crise de solvabilité de quelques banques et de quelques États. Mais la BCE a continué à intervenir aussi dans ces cas-là, parce qu'en fait, la solvabilité, la liquidité n'étaient pas tellement distinguables, mais aussi parce qu'il n'y avait aucun autre moyen de sauver le système. Donc, en fait, s'il y a un problème de risque financier, de stabilité financière, la Banque centrale toujours va intervenir comme peut-être de dernier recours, même si ça n'est pas ce qu'il faut faire pour la règle des baguettes. Et la troisième chose, c'est les garanties et taux de pénalité. Évidemment, les garanties servent à couvrir les pertes potentielles de la Banque centrale. Les taux de pénalité sur les emprunts servent à se couvrir des risques. Mais donc, ces garanties sont déterminées. Ces garanties, c'est aussi un outil de politique monétaire. Et on verra comme ça, c'était important pendant la crise grecque, parce que le problème de la BCE, c'était est-ce qu'on peut utiliser les titres, les obligations sur la dette publique grecque comme garantie pour obtenir des prêts auprès de la BCE ou pas? Encore aujourd'hui, donc il y a, si on lit les commentaires de ces débats, il y a des gens qui ont différentes positions. Trichet, à l'époque, il ne voulait pas... Donc, il l'a fait, mais il l'a fait, il ne voulait pas le faire, il voulait le faire, il n'a pas fait, etc. On verra ça en détail. Mais le concern était si un pays n'a plus accès du marché parce qu'il est insolvable, donc est capoté, et donner la possibilité d'utiliser comme garantie la dette grecque, ça veut dire en fait un suicide de type budgétaire et fiscal, qui est dans ces séparations entre politique monétaire et politique fiscale qu'on a discuté, il ne faut pas faire. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra sur ce thème quand je décrirai la question grecque. OK. 3 minutes pour parler des caractéristiques du système financier de la zone euro, qui aussi explique pourquoi la BCE a fait certaines choses plutôt qu'autres. Je vais vous donner en vitesse quelques données. Il y a 4 caractéristiques du système monétaire, du système financier qu'il faut considérer. La première chose, qu'en Europe, on a un système fondé sur les banques. Donc ici, vous pouvez voir au cours du temps la zone euro par rapport aux États-Unis. Et donc, les entreprises obtiennent leurs fonds à travers des prêts bancaires et pas à travers les marchés. Donc, il y a une énorme différence entre les marchés aux États-Unis et les marchés financiers européens, ce qui explique pourquoi la BCE n'a pas fait de l'assouplissement quantitatif style Federal Reserve États-Unis au début, et elle s'est occupée surtout de sauver les banques, en fait de se rapporter aux banques.
Deuxième caractéristique, c'est qu'en fait, une grande partie du financement des banques ne vient pas des dépôts au retail, mais del wholesale funding. Donc, wholesale, c'est pas les entreprises ou les dépositants comme nous, les familles, mais c'est surtout donc des autres institutions financières. Donc, vous voyez comme le wholesale funding est devenu très important au cours du temps. Ça, c'est les rouges. Le bleu, c'est les retail funding, ça, c'est nos dépôts. Et ça veut dire que donc, le système interbancaire est très important et est devenu de plus en plus important. Donc, la fonction de la BCE par rapport à ces marchés est très importante. Et ça, c'est un problème potentiel parce que on pense, d'habitude, et c'est très discuté dans la littérature, les liens interbancaires peuvent constituer une source de contagion parce qu'ils génèrent des chaînes de liquidation bancaire, en fait. Donc, c'est ça que l'intermédiation, la chaîne doit être défendue. Et les troisièmes caractéristiques du marché bancaire européen, c'est que c'est un marché très intégré. Évidemment, le but de construire cette union, c'est d'intégrer notre système au niveau financier, mais ça veut dire que quand il y a une crise, et on verra que la crise, très souvent, ça se manifeste comme une home bias, donc il y a donc les investisseurs retournent à la maison pour des raisons qu'on discutera. Donc cette intermédiation qui dépend beaucoup des autres banques, mais aussi des autres banques de la zone euro, pas seulement des autres banques nationales, donc ce n'est pas seulement la France avec la France, mais c'est la France avec l'Allemagne, etc. Donc ça nous lie beaucoup. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des outils au niveau de l'Europe et pas au niveau national, parce que les marchés sont effectivement très intégrés. Et la quatrième caractéristique qu'on verra, c'est que les banques de la zone euro jouent un rôle important dans l'intermédiation des obligations d'État. Donc, ça, ce sera aussi important pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise. Donc, c'est 3h30. Mais j'ai encore un quart d'heure. Hein? Non? Ah, si, hein? OK. Bien. OK, j'arrive au récit de la crise. Alors, finalement, j'ai fini avec toutes mes... Alors, donc, où on est? Donc, dans cette longue partie, j'ai parlé de Maastricht, j'ai parlé du bilan de la Banque centrale, de comment on fait la politique monétaire en Europe et quelle est la stratégie de la BCE, quelle est l'idée du prêteur de dernier recours et quelles sont en vitesse, quelles sont les caractéristiques du système financier européen. On verra que je vais utiliser toutes ces choses, et c'était la raison pour laquelle la première partie du cours était visée sur ça. Maintenant, je commence mon histoire. Donc, je commencerai seulement aujourd'hui avec la première partie, donc la crise des liquidités 2007-2008. C'était la bonne partie, dans laquelle Trichet était notre héros. Moi, j'ai travaillé pour lui, donc j'étais très contente. Et il est sorti, il a même eu le prix comme le banquier de l'année en 2008, en 2009, parce que... Donc, c'était, on dit the good, the bad and the ugly, non? OK, ça c'était the good, OK? Donc, après, on suit. Et donc, la prochaine fois, on continuera cette histoire. Donc, c'est la BCE vis-à-vis les banques. Après, c'est la BCE vis-à-vis l'État. Donc, on parlerait de la crise grecque. Et après, on verra, parce qu'on verra où on est. J'ai aussi, parce que je voudrais aussi arriver à parler de la réforme du système une fois qu'on a compris l'analyse de la crise. OK. Je parle 5 minutes, mais après, on arrête pour quelques questions. Donc, ça, c'est un graphique que j'ai utilisé aussi pendant
ma leçon inaugurale. Mais avant que je... et c'est un graphique qui explique les tensions sur les marchés. Sur les marchés monétaires. Donc ça, c'est la différence entre un taux d'intérêt qui est garanti, donc sur des prêts qui sont garantis, donc secure, et un taux d'intérêt sur des prix qui ne sont pas garantis. Donc les Euribor n'est pas garanti, c'est des prêts qui ne sont pas garantis, et les repos, c'est des prêts garantis. Donc si la distance entre ces deux taux est grande, ça veut dire que les investisseurs demandent un taux d'intérêt beaucoup plus élevé s'il n'y a pas de garantie, parce qu'ils sont très averses au risque. Donc, c'est une indication du risque dans le système. Et donc, maintenant, on parlera du bout de... Normalement, l'écart est très petit, mais quand il y a des symptômes de crise, vous voyez ici, c'est le 2007. Donc, la crise a commencé en août 2007. En fait, je pense que Trichet était à la plage. Parce que, non, tout le monde était à la plage parce que c'était août. Et en fait, j'ai décrit comment faire les opérations de liquidité à BCE. En fait, cet été-là, il n'y avait plus de prêts interbancaires. Donc, tout était froze. Donc, on est tous rentrés. Parce que, et là, Trichet était génial parce que c'était la première banque centrale dans le monde, pour une question de fuseau horaire. Et donc, sa réaction, c'était de dire on donne toute la liquidité qu'il demande. Et c'est comme ça que le système était sauvé. Hein. Et donc, après, toutes les banques centrales ont suivi cette indication. Donc, cette enchère que j'ai décrite l'autre fois, dans laquelle, donc, en fait, l'idée, c'est bon, de donner la liquidité à la demande. En fait, ça, c'était Voilà, donc je vais maintenant toucher 3 sujets. Les rôles de la BCE en tant que prêteur de dernier ressort aux banques, donc fournisseur de liquidités. Et je soutiendrai que la BCE était bien préparée à une action extraordinaire et réussie. Deuxième sujet, je ferai une brève comparaison entre la BCE et la Federal Reserve. Et je soutiendrai qu'il existe de fortes similitudes entre les opérations spéciales de la BCE et la politique d'assouplissement du crédit de la Federal Reserve. Et après, je parlerai aussi de la relation entre ces politiques de liquidité et la politique des taux d'intérêt, qui est la chose centrale. Voilà. Premier sujet, les premiers symptômes de la crise de liquidité sont apparus, comme je le disais, en août 2007. C'était des tensions sur les marchés monétaires, comme j'ai déjà dit. Et on peut définir ces premières phases comme un risque généralisé de contrepartie, c'est-à-dire que tout le monde se méfiait de tout le monde. Donc, généraliser, c'est important. Ce n'était pas une crise d'une banque, c'était la crise du système. Et c'était un risque de contrepartie parce qu'en fait, c'était une crise de confiance, la capacité de l'autre institution d'honorer les prêts. Voilà. Donc, cette crise a affecté pas seulement les banques avec des problèmes, mais aussi les banques sans problème. Donc, c'était les typiques situations dans lesquelles il faut avoir un prêteur de dernier ressort. Voilà, l'attention des marchés, on peut regarder les symptômes ici. Donc, tous les banques centrales ont réagi de façon plus ou moins similaire. Ils avaient surtout 2 objectifs pour la stabilité financière: soutenir l'intermédiation interbancaire sur les marchés monétaires, introduire les liquidités nécessaires dans les bilans des banques, qui étaient de plus en plus bloqués par l'accumulation d'actifs illiquides, par exemple des mortgage-backed securities, je pense en français, on dit titres adossés à des actifs, qui étaient devenus illiquides, et donc les banques centrales sont intervenues pour pour soutenir ces marchés. Okay? Comment ils ont fait ça? Ils ont offert un volume important de liquidités à un nombre suffisamment grand de contreparties.
Et donc, on offre un dispositif qui permet aux banques qui ont besoin de refinancer des actifs illiquides de le faire. En fait, ça, c'est... Et donc, en fait, ça, c'est aussi un graphique que j'ai utilisé en allant plus en vitesse dans ma leçon inaugurale. C'est une description du marché monétaire interbancaire. Donc, en temps normal, les banques, comme on décrit dans ce graphique, ils se prêtent de liquidités à très court terme. Donc, une banque qui a un surplus de liquidités par rapport à ce que la banque doit déposer à la Banque centrale en relation aux réserves obligatoires qu'on a décrit l'autre fois, va chercher, donc s'il y a un déficit, ça va chercher un prêté par une autre banque qui a un surplus. Évidemment, en temps normal, pour les banques, c'est une bonne idée de rester donc, donc de déposer seulement ce qu'il faut, non? Parce que normalement, l'intérêt qu'on obtient sous les dépôts de la Banque centrale, c'est moins élevé que l'intérêt qu'on peut obtenir sur le marché. Donc, avant la crise, les marchés des dépôts interbancaires étaient très actifs et permettaient à l'ensemble du secteur bancaire de trouver un usage pour les excès de liquidité, un financement pour les déficits. Et donc, les banques n'avaient pas besoin de demander des liquidités exceptionnelles à la Banque centrale parce qu'ils pouvaient régler ces déséquilibres entre eux. Avec la crise, ce qui s'est passé, c'est pratiquement ça. Et donc, les banques avec un excès de liquidités ne voulaient plus prêter avec des banques avec un déficit. Et ils préféraient plutôt déposer cette liquidité excédentaire à la Banque centrale. Les banques avec un déficit de liquidité, ils ont allé à la Banque centrale pour dire, s'il vous plaît, donnez-moi la liquidité parce qu'autrement on va faire faillite. Et donc c'était de la liquidité, pas de la solvabilité. Donc c'était des banques qui n'avaient pas de liquidité au niveau temporaire. Bon, quelques-uns, entre autres, étaient aussi des banques non solvables, mais en gros, les problèmes étaient surtout un problème de liquidité. Donc, en fait, c'est ça qu'on avait identifié à l'époque. Donc, la réponse de la BCE, si vous vous rappelez ce qu'on avait discuté la semaine dernière, est passée du système en temps normal, que c'était des enchères avec des quantités fixes à taux variable, est passé à des adjudications avec taux fixes et quantités variables. Ça, c'était l'outil fondamental de cette époque comme politique de liquidité de la BCE. Donc, c'était une politique d'allocation illimitée à taux fixe. Donc, en fait, on fixe les taux d'intérêt. Donc, vous vous rappelez du couloir, hein? Donc, c'est le taux d'intérêt directeur. On fixe les taux d'intérêt et on dit aux banques, à ce taux d'intérêt, vous pouvez avoir toute la liquidité que vous voulez. Il n'y a pas un système dans lequel le taux est variable et on cherche. Donc, les taux fixes, liquidité, donc la liquidité qui était donc donnée par la BCE dépendait uniquement par la demande de liquidité de la part des banques. Et donc, ça devient une variable endogène, ce qui n'était le cas avant. Et donc, ce qui se passe, c'est en gros quelque chose, ça c'est le bilan de la BCE, devient énorme. Parce qu'en fait, la BCE devient un intermédiaire à la place du secteur privé. Donc, c'est l'intermédiaire de dernier recours, en fait. Pas un prêteur de dernier recours, un intermédiaire. Donc, c'est une substitution, si vous voulez, de la Banque centrale, donc d'une partie du secteur public, au marché privé. Donc,
on peut voir ici, donc je m'arrête tout de suite parce que ça c'est ça c'est la liquidité en fait donnée en gros par l'Eurosystème, donc tous les banques nationales, parce qu'en fait l'implémentation c'est au niveau national. Donc je parle de l'Eurosystème ou de BCE, mais c'est en fait la même chose. Donc, vous voyez comment ça augmente dans la crise. Vous voyez aussi les rouges ici, c'est en fait la liquidité du secteur, donc en fait donnée par les banques, les autres banques. Ça, vous voyez, ça diminue et ça, c'est une substitution pratiquement. La diminution du secteur privé, c'est les rouges, et l'augmentation du secteur public, c'est les verts. Par contre, vous voyez que les retail, donc les déposants, c'est stable. Donc, c'est vraiment une question du marché interbancaire avec une substitution presque 1 à 1 du secteur public par rapport au secteur privé. Donc, quelques remarques. Non, c'est déjà... Non, OK. Je ferai les remarques la prochaine fois. C'est 13h45, mais s'il y a des questions...